Bonjour et bienvenue au webinaire sur l'approvisionnement plus sécuritaire de substances psychoactives au Québec. On voit que le sujet suscite beaucoup d'intérêt. Vous êtes nombreux à participer aujourd'hui. Je m'appelle Annie Larouche et je serai votre animatrice ce midi. Je fais partie de l'équipe de soutien clinique en dépendance et en itinérance qui se joint à moi pour vous remercier d'être ici aujourd'hui. Pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas, on est une équipe de professionnels de recherche et de conseillères cliniques et organisationnelles en soutien aux équipes du réseau qui offrent des services en dépendance et en itinérance. On offre du soutien à deux niveaux. D'abord, en lien avec des enjeux cliniques, mais aussi au niveau de l'organisation des services. Comment on fait ça? En fait, on crée des outils. On organise des événements comme cet après-midi. On rassemble une foule d'informations qu'on met sur notre site web. On répond à des demandes de soutien clinique et organisationnel via notre ligne téléphonique, des textos, par courriel. Mais on collabore aussi avec des experts de l'ensemble du Québec. C'est aussi pour cette raison qu'on a produit au printemps dernier un guide sur la pharmacothérapie de remplacement pour soutenir les prescripteurs en période de pandémie qui est paru en juin dernier. Aujourd'hui, dans le fond, on veut faire un pas de plus avec vous dans l'application de ce guide et des conseils qu'il met de l'avant, des enjeux que les équipes peuvent rencontrer et chercher des pistes de solutions. Plus précisément, on a 4 objectifs qu'on souhaite rencontrer aujourd'hui. On veut présenter la perspective des personnes utilisatrices de substances psychoactives face à l'application de l'approvisionnement plus sécuritaire en période de pandémie. On veut soutenir les équipes cliniques du réseau dans l'application de l'approvisionnement plus sécuritaire. On veut présenter des enjeux auxquels les équipes font face, mais aussi proposer des pistes de solutions et réfléchir à l'application de l'approvisionnement plus sécuritaire au Québec. Pour nous soutenir dans notre réflexion, pour l'alimenter, on a avec nous 3 conférenciers. D'abord, M. Jérôme Benedetti, chargé de projet à l'Association québécoise pour la promotion de la santé des personnes utilisatrices de drogue, l'ACSUD, qui va discuter avec moi sur la mise en contexte de la situation face à la deuxième vague de la COVID du point de vue des personnes utilisatrices à travers la province. Ensuite, on va avoir Dr. Marie-Ève Goyer, chef adjointe des services spécifiques à la direction des programmes santé mentale et dépendance du CIUS Centre-Sud et directrice scientifique de notre équipe. Enfin, on va avoir Dr. Ève Guillotte, coordonnatrice médicale du programme CRAN à la direction des programmes santé mentale et dépendance du CIUS Centre-Sud, qui va nous présenter le cadre clinique de l'approvisionnement plus sécuritaire dans un contexte de TAO. On va terminer notre webinaire par une période d'échange. Avant de débuter, un petit rappel de quelques consignes pour le bon déroulement du webinaire. D'abord, celui-ci sera enregistré et diffusé sur notre site web. Ensuite, vous avez pu constater qu'il n'est pas possible d'ouvrir votre caméra et que votre micro est fermé. C'est comme ça en mode webinaire. Ensuite, on vous demande, si vous utilisez le clavardage, de bien vous identifier. Enfin, vous allez voir au bas de votre écran 2 onglets. Un onglet pour le clavardage à utiliser si vous souhaitez partager votre avis ou votre expérience avec l'ensemble des participants et un onglet Q&A, questions-réponses, si vous désirez poser des questions aux conférenciers. Karine Hudon, la chargée de projet de notre équipe, se fera un plaisir d'adresser vos questions aux conférenciers lors de la période d'échange ou de vous donner la parole pour que vous puissiez le faire. Maintenant, place à notre premier conférencier. Donc, M. Jérôme Benedetti. M. Benedetti milite depuis de nombreuses années des milieux politiques de tendance libertaire à la défense des droits des personnes faisant usage de drogue. Son parcours professionnel est en relation directe avec son expérience personnelle. Arrivé à Montréal en 2009, il s'implique dans l'Association pour la défense des droits et l'inclusion des personnes qui consomment des drogues au Québec, l'ADIC. En 2015, il devient salarié de l'Association québécoise pour la promotion de la santé des personnes utilisatrices de drogue, l'ACSUD, comme rédacteur au journal L'Injecteur. Ses fonctions au sein de l'association l'amènent à suivre de nombreuses formations et à participer à plusieurs congrès. En 2017, toujours à l'ACSUD, il est chargé de projet pour la rédaction du guide Maîtrise ton hit, un guide de réduction des méfaits sur l'injection à risque réduit.
Parallèlement, avec l'aide de son équipe, une formation complémentaire a été créée et offerte à travers le Québec, tant pour le milieu communautaire que le milieu institutionnel. Il siège actuellement sur de nombreux comités scientifiques et institutionnels, en plus de continuer son travail sur différents projets au sein de l'ACSUD. Bonjour Jérôme, merci d'être avec nous aujourd'hui. Tu peux ouvrir ton micro. Oui, pardon, bonjour. Bonjour. Donc, Jérôme, j'ai constaté qu'il ne semble pas y avoir de consensus sur la définition du concept d'approvisionnement sécuritaire ou d'approvisionnement plus sécuritaire. Vous, à l'ACSUD, comment est-ce que vous le définissez? En fait, nous, on voit une différence entre les traitements de la dépendance. En fait, je ne sais plus quel nom ça a maintenant, les SPA, il me semble, et l'approvisionnement sécuritaire. En fait, on fait vraiment la différence entre les deux parce qu'on estime que l'approvisionnement sécuritaire, il est fait. En fait, il devrait être mis en place pour des gens qui n'ont pas forcément le désir d'arrêter de consommer des drogues. Il y en a aussi, cette catégorie de personnes, elle est aussi chez les gens qui ont un traitement, un TAO, TAO ou SPA, je ne sais plus les noms maintenant, on change tellement souvent que je ne sais plus, on va dire traitement de substitution, bref. Et nous, en fait, c'est ça, on fait vraiment la différence entre les deux et on a l'impression que c'est pas bien défini, en fait, qu'est-ce que c'est que l'approvisionnement sécuritaire. On a l'impression que pour certaines personnes, ça devrait être un traitement de substitution de plus, finalement, et on le considère comme tel, alors que nous, finalement, on ne pense pas ça. C'est un peu notre vision de la chose à l'actuel. Qu'est-ce que vous pensez, en fait, que ça devrait être? Qu'est-ce que devraient être les objectifs de l'approvisionnement plus sécuritaire? Eh ben, en fait, euh, l'objectif pour nous, ça devrait être de remplacer une substance potentiellement contaminée qu'on trouve sur le marché noir par une substance euh, pure et réellement à moindre risque pour des usagers de drogue. Puis dans le contexte actuel, est-ce que justement, il y a des liens avec la situation de la pandémie? Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de la situation du marché illicite? En ce moment, ben, depuis que la crise a commencé, en fait, au début, c'était quand même relativement normal. Il y avait pas plus de cochonneries, on va dire, dans les substances qu'en temps normal. C'est-à-dire que on était déjà en période de crise de surdose et les substances étaient déjà contaminées, que ce soit au fentanyl ou avec des benzos, avec plein d'autres cochonneries. Au début de la pandémie, ça n'a pas vraiment changé, mais au fur et à mesure que on est entré dans la pandémie et les substances ont été de pire en pire. Et on est arrivé à un point de contamination à l'heure actuelle qui est réellement dramatique. Les substances coûtent beaucoup plus cher. Il y a beaucoup moins de disponibilité pour les gens d'avoir leur drogue de choix, ce fait qu'ils ils se rabattent sur d'autres substances qui sont encore plus contaminés avec des cochonneries. Il y a beaucoup de drogues qui sont contaminées avec des benzos, par exemple. On a l'exemple de personnes qui prennent de l'héroïne, par exemple, et ils se retrouvent dans des états absolument lamentables, avec des sortes d'hallucinations. C'est vraiment dramatique comme situation en ce moment. Est-ce que vous avez constaté plus de surdoses qu'avant la pandémie? Oui, ouais, ouais. Oui, clairement, là, il y a beaucoup plus de surdoses qu'avant. Ouais. Est-ce que vous êtes au courant s'il y a des personnes qui bénéficient de l'approvisionnement plus sécuritaire?
Alors, moi, j'en connais pas personnellement, et j'ai parlé autour de moi, on a essayé de voir un peu autour de nous, j'en ai parlé avec mon équipe. Euh, à notre connaissance, il n'y a personne qui bénéficie d'approvisionnement sécuritaire. OK. Même depuis le début de la pandémie. Ben, dans mon entourage, il n'y en a pas. Non. D'accord, d'accord. Est-ce que ça serait quand même bénéfique avec la situation actuelle? D'en avoir? Oui. Je pense que c'est même plus une question à se poser. C'est une mesure de santé publique qu'il faut mettre en place le plus rapidement possible, selon nous, et la mettre en place et concrètement, en fait, parce que, si vous voulez, parfois on met des mesures en place, mais le monde ne joue pas le jeu, si je peux dire ça de cette façon-là. En fait, on a théoriquement des choses qui peuvent être mises en place, mais qui ne sont pas appliquées sur le terrain au concret. Et ça, c'est un peu dommage. Et c'est un peu beaucoup dommage parce que c'est la santé des usagers qui est en danger là-dedans. Les gens veulent se protéger et je comprends que les gens veulent se protéger, que les médecins ne veulent pas prescrire des drogues ou en tout cas la situation, elle est quand même complexe, mais c'est pour ça qu'il faut réfléchir à comment on peut le mettre en place et rapidement, parce que la situation elle est vraiment dramatique. Selon toi, qu'est-ce qu'il faudrait, quelles conditions seraient nécessaires pour que ça soit mis en place euh, peut-être plus rapidement ou à plus grande échelle au Québec? Il faudrait on puisse prescrire des substances propres, que les médecins puissent prescrire des substances propres directement, sans devoir faire face à un protocole qui est complètement démesuré, si je peux dire. Et ce serait déjà une bonne chose à faire. Après, mettre aussi les substances à disposition, les substances de choix des personnes, puis pas forcément leur imposer des substances qu'ils n'ont pas envie de prendre ou faire des compromis. Puis simplifier, surtout ça, simplifier les protocoles de mise en route de ces traitements-là. Est-ce que tu peux clarifier ce dernier point-là? Euh, De simplifier les protocoles de mise en route? Ben, pour les prescripteurs, je voudrais dire. Ben, ça, moi, je suis pas très calé dans ce qui est des, euh, avec le collège des médecins et toutes ces choses-là. Je ne sais pas comment ça se passe à ce niveau-là, mais de ce qu'on entend, le problème, il est que les médecins ne peuvent pas prescrire comme ils devraient et qui font face à des barrières finalement qui limitent ça et ce qui retarde évidemment la mise en place des traitements. Et sur le terrain, les gens, nous, on n'a pas entendu parler de personnes qui peuvent bénéficier d'approvisionnement sécuritaire. Hein. Puis, au niveau justement, depuis le début de la COVID, il y a quand même un certain nombre de mesures sanitaires qui ont été mises en place pour l'ensemble de la population. Comment est-ce que ça a touché les personnes utilisatrices de substances psychoactives? Est-ce que tu considères, est-ce que l'AQSUD considère que ça a protégé les personnes? Quel impact que ça a eu sur celles-ci? Non, on n'a pas, ben, on n'a pas ça les a plus finalement desservis et restreints au quotidien. Des gens qui sont marginalisés dans la rue ont été finalement plus
comment je peux dire ça? Ils ont été, ça les a plus embêtés qu'autre chose finalement, ces mesures-là. Puis ils n'ont pas, de toute façon, ils n'ont pas les moyens non plus de les appliquer. Donc ça a pas été super efficace pour cette population-là. Est-ce que tu as des exemples concrets? Ouais, ben, rien que pour les masques, par exemple, leur demander de porter les masques, ça a été. Je peux vous donner un exemple. Hein. Une personne itinérante rentre dans une boutique, tu peux pas rentrer, tu n'as pas ton masque. La personne ressort, et je l'ai vu de mes propres yeux, hein, à ramasser un masque par terre et retourner, c'était dans une pharmacie, et retourner dans la pharmacie. Ça n'a pas été. C'est bien joli de mettre du gel sur les mains, mais quand on n'a pas de maison, je ne sais pas si vous comprenez un peu les enjeux, ils sont au-delà de ça, quoi. Puis au niveau de l'accès aux services habituels des personnes, est-ce qu'il y a eu des impacts dont l'ACSUD a été informé? Est-ce que tu peux me détailler? Ben, par exemple, les personnes qui avaient des services en dépendance, est-ce que vous avez été informé qu'il y avait des enjeux au niveau de l'accès aux services? Je ne pourrais pas te répondre à cette question. En fait, je ne suis pas au courant en tout cas, je suis pas au courant qu'il y ait eu des problématiques par rapport au service. Je peux parler de mon expérience personnelle. Moi, j'ai pas eu de problème pour avoir mes prescriptions, que ce soit en méthadone et les services que j'ai eus. Par contre, les échos que j'ai, le peu d'échos que j'ai, c'est il y a effectivement un manque de personnel dans les services. Après, j'imagine que 1 plus 1, ça fait 2. Hein. S'il manque du personnel, les services, ils doivent en pâtir à un moment donné. Mais personnellement, je n'ai pas eu ce problème, mais je n'ai pas eu plus d'écho que ça. Je peux pas, j'ai pas envie d'inventer des histoires que je n'ai pas entendues, mais comme je dis, 1 plus 1, ça fait 2. Hein. S'il n'y a pas de personnel, il y a moins de services. Est-ce que tu aurais autre chose à ajouter à ce moment-ci? Sinon, on reviendrait avec les questions à la fin pour notre échange. En fait, pour en revenir à l'approvisionnement plus sécuritaire, oui, ça serait vraiment le moment de faire quelque chose parce que la situation, elle est vraiment dramatique au quotidien. Merci Jérôme. Je vais t'inviter à fermer ta caméra et ton micro et on se revoit lors de la période d'échange. Merci. Merci beaucoup. Alors, pour notre prochaine conférencière, Dr. Marie-Ève Goyer. Elle est chef médicale adjointe des services spécifiques en itinérance, dépendance et santé mentale au Centre-Sud de l'île de Montréal. Elle travaille à l'hôpital Notre-Dame au service de toxicomanie et de médecine urbaine. Elle est médecin de famille et détient une maîtrise en santé communautaire de l'Université de Montréal, responsable de la formation sur les traitements des troubles liés à l'utilisation des opioïdes de l'INSPQ. Elle a participé à l'implantation des services d'injection supervisés et du programme Profane sur la naloxone à Montréal, responsable de l'implantation du premier service de traitement de la dépendance aux opioïdes via une médication injectable. Elle est aussi professeure adjointe de clinique à l'Université de Montréal, ainsi que professeure pour le micro-programme de 2e cycle en addictologie clinique de l'Université de Sherbrooke. Et enfin, elle est médecin conseil à la direction des services en dépendance et en itinérance du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec. Alors, Marie-Ève, je t'invite à ouvrir ta caméra et ton micro et je te cède la parole. Alors, normalement, ça devrait être fait. Vous devriez même voir ma présentation. Si ce n'est pas le cas, vous me ferez un petit coucou. Donc, bonjour tout le monde. C'est vraiment agréable pour moi d'être là et d'avoir un petit 20 minutes pour effleurer un très gros sujet dont je pense qu'il va falloir qu'on se reparle à plusieurs reprises.
L'objectif aujourd'hui de ma partie de la présentation, c'est de vous présenter un peu le guide et d'amorcer une certaine réflexion un peu plus sur l'approvisionnement plus sécuritaire au niveau de l'alcool et des opioïdes. Je n'ai pas de conflit d'intérêt dans les 2 dernières années. Et merci à Jérôme qui a vraiment bien mis la table. Je pense que la première chose que Jérôme a nommé, c'est qu'on n'a pas encore de consensus sur qu'est-ce que l'approvisionnement plus sécuritaire. Et vous verrez qu'on est passé de safe supply à safer supply. Il n'y a pas d'approvisionnement 100% sécuritaire. Donc, on essaye d'augmenter la sécurité. Et vous allez voir que dans notre guide, on a fait le choix d'utiliser le vocable pharmacothérapie de remplacement. Parce qu'il y a probablement, et on va le voir à travers mes diapos, une différence entre une vision de safe supply ou de safer supply, qui est vraiment une vision plus de santé publique, comme Jérôme le disait, et ce qu'on arrive à faire actuellement dans une prescription médicale qui est beaucoup plus proche d'une pharmacothérapie de remplacement ou d'un traitement alternatif avec tous les enjeux que ça comporte. Et je vous ai mis là la définition de travail qu'on a, mais c'est une définition qui est en train de se placer. Il y a des gens qui disent que la méthadone, c'est du safe supply. Il y a des gens qui disent que le traitement injectable, c'est du safe supply. Alors que on a quand même, il me semble, une différence entre un objectif de traitement individuel, avec tout ce que ça veut dire pour le clinicien quand on est dans une perspective de traitement, versus un objectif de santé publique, de dire mon objectif, ce n'est pas de te traiter, mon objectif, c'est d'empêcher que tu utilises des substances illicites et donc qu'il y ait tous les méfaits et les surdoses associées à ça. Donc, on remplace des substances psychoactives qui sont achetées sur le marché illicite par des substances pharmaceutiques dont le contenu est connu et stable. Quand on a fait le guide, pour ceux qui ne l'ont pas vu encore, nos objectifs, entre autres, étaient liés à la COVID. La vérité, comme Jérôme l'a dit, c'est que ces enjeux-là étaient déjà là avant la COVID, mais que la COVID a exacerbé de beaucoup nos enjeux. Donc, ce qu'on voulait, ça a permis de déployer un peu plus l'approvisionnement plus sécuritaire. On voulait aider les gens à s'isoler, ne pas avoir à faire de la quête, à aller 15 fois à la pharmacie, à aller faire du travail du sexe. Donc, on voulait aider les gens à s'isoler, mais aussi réduire les surdoses, les méfaits et les risques de sevrage. Donc, je pense, et ça a été mentionné par Violaine Germain dans les commentaires, que l'objectif n'est pas nécessairement un objectif de surdose, mais plus globalement un objectif de santé publique, de réduction des méfaits. Et donc, l'objectif n'est pas le traitement, mais si on y arrive en même temps, bien, tant mieux. Et c'est pour ça que dans notre guide, vous allez voir que les traitements standards sont toujours l'étape 1. Mais on souhaite aller plus loin si, pour plein de bonnes et de mauvaises raisons, le traitement standard n'est pas une option pour la personne. Alors, voici le guide. Vous avez un guide complet qui fait presque 80 pages avec beaucoup d'annexes, avec des protocoles, des outils cliniques et vous avez une version sommaire. Mais je vous invite aussi à venir voir nos capsules. Donc, on a voulu faire des capsules plus pratico-pratiques pour chacune des grandes substances, toujours dans une perspective aussi de qu'est-ce qu'on fait si la personne doit s'isoler en période de COVID, mais on revoit aussi les grands principes qui vont nous aider dans une clinique régulière. Vous avez ici la table de marqueurs pour vous montrer qu'on parle des protocoles pour chacune des substances, mais on vous clarifie aussi les critères d'admissibilité, mais on est allé plus loin. On a dit, on a regardé aussi comment faire pour avoir accès au régime public d'assurance médicaments, ce qui est souvent un enjeu pour les personnes qui sont en découverture de l'aide sociale, qui n'ont pas de carte d'assurance maladie. On est revenu sur les conseils de base sur la prévention des surdoses, le RCR dans un contexte de COVID, mais on y inclut aussi des outils de soutien pour les cliniciens et, entre autres, tout le volet téléconsultation pour les substances psychoactives. Il est clarifié là, dans ce document-là. Donc, je vous invite, comme je dis tout le temps, à avoir sur votre table de chevet comme lecture. Et un peu comme Jérôme nous le disait, on a vraiment des indices qui s'est passé quelque chose que ce qu'on anticipait, ce qu'on craignait en période de COVID est en train d'arriver.
je vous ai mis ici des exemples qui nous ont été envoyés par la santé publique montréalaise, mais c'est probablement vrai dans l'ensemble des régions. On voit une hausse des surdoses d'opioïdes, mais aussi une hausse des surdoses associées à des stimulants. C'est quand même rare qu'on voit ça. On a eu cet été des hausses de surdoses associées aux stimulants, probablement liées au fait qu'on était dans les grandes chaleurs. L'apparition de l'héroïne mauve contaminée avec du fentanyl, mais aussi l'apparition de fentanyl, c'est-à-dire que longtemps, on a eu des usagers qui consommaient de l'héroïne contaminée avec du fentanyl et qui ne le savaient pas nécessairement. Mais là, on a des gens qui nous disent « j'achète du fentanyl » et quand on teste à relais leur urine, il n'y a pas d'autres opioïdes que du fentanyl dedans. Ça, c'est quelque chose que la santé publique nous nomme du fentanyl pur qui peut être vendu au su ou à l'insu de la personne. Et tout récemment, de la cocaïne contaminée au fentanyl et des possibles associations, comme le disait Jérôme, avec des benzos, voire même des designers benzos, donc des nouvelles benzos faites complètement sur le marché illicite. L'autre chose que je voulais vous nommer, qu'on a l'impression de voir à relais, puis Ève pourra vous en reparler, c'est une hausse de la tolérance aux opioïdes. Et des gens qui maintenant sont sur 150, 200 mg de méthadone puis qui consomment encore à la planche parce qu'ils sont loin d'être confortables. Et il y a 2 ans, quand on avait fait l'étude de faisabilité sur l'injectable, on était allé voir nos collègues à Ottawa qui nous avaient dit on a eu un gros changement dans le marché noir et nous ne sommes plus capables de doser nos patients sous méthadone tellement leur tolérance est élevée. On a l'impression de voir ce phénomène-là maintenant à Montréal qui est tout nouveau, malheureusement. Alors, 2 substances qui ont été très en demande au niveau de qu'est-ce qu'on doit faire avec les usagers qui en consomment en période de COVID. Donc, bien sûr, ça pourrait faire l'objet d'un webinaire en soi. Donc, n'hésitez pas à nous écrire si vous avez des questions, si vous voulez aller plus loin. Mais je souhaitais quand même parcourir les principaux enjeux au niveau de l'alcool et des opioïdes avec vous. Je rappelle qu'on a en fait 3 types de services. Les services dry, où la consommation et l'intoxication seront interdites, ce qui était notre réalité au Québec beaucoup avant COVID. Et avec COVID, on s'est intéressé de plus en plus aux services wet, donc où vraiment la consommation d'alcool est supervisée. Et plus spécifiquement au Managed Alcohol Program, dont vous voyez la définition en bas. La traduction, c'est des programmes de gestion de l'alcool où vraiment on gère l'alcool pour la personne. Mais tous les services DAM aussi, où la consommation sur place est interdite, mais les personnes peuvent être admises intoxiquées. Et tout le volet où on ne va pas gérer l'alcool, mais les gens vont pouvoir consommer pendant qu'ils sont en isolement. Donc, on est dans du wet, mais sans la gestion comme telle de l'alcool. Et donc, je voulais faire un petit survol rapide des enjeux liés à qu'est-ce qui arrive si on fait le choix de tolérer la consommation d'alcool sur place. Donc, les gens peuvent aller acheter leur propre alcool, consommer sur place. Et l'objectif de ça, bien évidemment, c'est de dire, spécifiquement en période de COVID, si on veut que des gens s'isolent en attente de leurs résultats, ou si on veut garder des gens qui sont des grands consommateurs en hébergement, bien, c'est sûr que si on ne permet pas la consommation d'alcool sur place, on a des gens qui vont vouloir quitter. Donc, on a un objectif de rétention en soins d'une clientèle qui peut être dans une grande situation de précarité. Et le bénéfice de ça, bien, c'est de la rétention, mais c'est aussi que si vous forcez l'isolement ou si vous demandez à quelqu'un d'attendre 48 heures ou 10 jours d'isolement et qu'il y a un problème d'alcool, cette personne-là va tomber en sevrage. Donc, on veut limiter les risques de sevrage et permettre la consommation sur place, c'est quelque chose de très simple et ça n'engendre pas beaucoup de coûts pour l'institution qui le permet puisque c'est les usagers qui vont gérer leurs affaires et apporter leur alcool comme ils le font tout le temps. Toutefois, si vous êtes une ressource qui souhaite mettre de l'avant la tolérance à la consommation d'alcool, ce que vous devez voir venir, c'est est-ce que vous savez quoi faire quand il y a une intoxication aiguë? Qu'est-ce qu'on va faire quand la personne est vraiment trop intoxiquée? Est-ce qu'on est à l'aise de l'évaluer? À quelle fréquence on va évaluer nos personnes qui consomment pour être sûr qu'il
ne se mettent pas en danger ou qu'ils font pas une intoxication qui pourrait faire en sorte qu'ils vont perdre connaissance, qu'ils vont mettre leur vie en danger. Ça n'enlève pas l'enjeu de l'argent dans le sens où les gens doivent toujours débourser pour avoir accès à leur alcool. C'est eux-mêmes qui vont aller l'acheter pour dire quelque chose. Et l'argent est souvent un problème pour nos usagers et induit beaucoup de méfaits. Donc, des fois, le fait de pouvoir fournir la substance réduit encore plus les méfaits. Ça n'enlève pas l'enjeu de la qualité de l'alcool non plus. Donc, si on veut vraiment avoir une substance connue, on a des usagers qui boivent du Purell, qui boivent de l'alcool contrefait, et là, on n'est pas encore en train de les protéger. La tolérance à l'alcool amène tout l'enjeu du cadre aussi. Quand est-ce que c'est trop? Comment on va encadrer ça pour protéger les usagers, protéger notre personnel et ne pas laisser les usagers se rendre jusqu'à un endroit qui serait trop risqué, incluant comment on gère le risque de COVID avec des personnes qui sont intoxiquées, qui doivent mettre des masques, qui ne doivent peut-être pas sortir de leur chambre. Et ça engendre donc un besoin de formation quand même minimale du personnel pour savoir quoi faire, qu'est-ce qu'une intoxication dangereuse, quand est-ce que c'est le temps de transférer la personne dans une ambulance, comment on encadre une personne qui a un problème de consommation d'alcool. Quand on tombe dans un MAP, donc un Managed Alcohol Program, un programme de gestion de l'alcool, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est vraiment en train de fournir l'alcool et de vraiment donner l'alcool comme on pourrait le faire comme un médicament. Donc, une personne pourrait avoir un protocole de MAP où on va lui donner à toutes les heures une consommation en fonction de son besoin et de sa tolérance. Puis si elle est trop intoxiquée, on ne le donne pas. S'il est trop en sevrage, on pourrait en donner plus. Encore une fois, pourquoi on ferait ça? Bien, parce qu'on diminue les risques de sevrage. On veut encore retenir en isolement, en soins, en hébergement des personnes. Entre autres, à l'hôpital, actuellement, on se rend compte beaucoup de ce besoin-là, qu'on ne voit pas les gens qui sont des grands alcooliques et qui, ces personnes-là préfèrent ne pas venir à l'hôpital ou signer des refus de traitement parce qu'ils sont trop inconfortables, même si on leur offre des benzodiazépines. Donc, pour certaines personnes, ça permet l'accès aux soins et à l'hébergement. Et le bon côté, c'est qu'on contrôle le niveau d'intoxication. Donc, les gens ne sont pas libres de consommer ce qu'ils veulent et on peut en donner un petit peu moins si la personne commence à être vraiment trop intoxiquée. Et là, on connaît la qualité et la quantité d'alcool qu'on est en train de donner. Et dépendant de comment on s'organise, donc c'est pas toujours évident de dire à notre établissement qu'on veut acheter de l'alcool. Souvent, il y a une participation des usagers, mais les coûts vont leur revenir beaucoup moins cher qu'un achat individuel si c'est un achat pour un groupe ou pour un programme. Donc, il y a globalement, habituellement, une réduction des coûts associés à l'achat d'alcool. On doit quand même entrevoir, quand on fait ça, des enjeux où certains individus qui boivent 10,18 litres par jour, au début, peuvent quand même tomber en sevrage si on ne leur donne pas assez d'alcool. Donc, des fois, il faut faire des mixtes avec des benzodiazépines ou passer par un séjour de désintoxication où on abaisse un petit peu la tolérance. Et c'est très consuming pour le personnel qui doit gérer l'alcool, évaluer la personne et remettre des fois aux heures l'alcool. Ça demande un peu plus de formation. Alors, je voulais vous présenter vraiment brièvement les principaux enjeux pour l'alcool, mais vous voyez qu'il y a vraiment, il y aurait une présentation là, en soi à faire là-dessus, donc on s'en reparlera. Et l'autre grand sujet de l'heure, c'est vraiment l'approvisionnement plus sécuritaire au niveau des opioïdes. Et là, Jérôme l'a un peu nommé. Est-ce qu'on est vraiment dans un approvisionnement sécuritaire quand ça doit passer par une prescription individuelle puis de l'accès à un médecin? Jérôme l'a dit à Relais pour dire quelque chose, on a beaucoup d'approvisionnement sécuritaire, mais ça ne fait pas la différence parce que c'est une petite poignée de patients. Si on veut vraiment avoir un impact de santé publique, tant que ça va passer par un contact avec un docteur qui habituellement a une vision de traitement individuel parce que c'est ça notre travail, bien c'est sûr qu'on ne sera jamais capable d'obtenir des grands objectifs de réduction des surdoses, d'atteinte populationnelle. Le problème qu'on a, c'est qu'on est régi par une loi fédérale qui demande que la prescription passe par un docteur. On ne peut pas faire d'ordonnance collective, ça doit passer par un prescripteur. Donc, tant que ça va être comme ça va être très difficile d'atteindre un niveau de saturation du marché pour vraiment dire que
on est en train un peu d'essayer de viser une sorte de légalisation déguisée. Mais malheureusement, actuellement, c'est sur le dos des médecins et donc sur le confort ou non de ces médecins-là. Et donc, on est un petit nombre, on est régi, comme disait Jérôme, par un collège et on est vraiment dans quelque chose d'alternatif où on a vraiment des objectifs qui sont contradictoires entre la santé publique et une perspective de traitement. Je vous ai mis en bas sur la flèche les objectifs médicaux qu'on peut avoir en tête quand on s'en va vers cet approvisionnement plus sécuritaire-là qu'on préfère appeler un traitement agoniste opioïde alternatif. Parce que c'est ça que c'est. C'est absolument prescrit par un prescripteur de TAO qui va élargir son panier de services et son type de prescription. Et ce que vous voyez à la gauche, c'est que, bien sûr, dans le meilleur des mondes, on vise l'abstinence quand on a une perspective de traitement, mais on sait très bien que ce n'est pas possible pour plein de nos usagers. Et on peut se rendre compte que quand on prescrit de l'approvisionnement du TAO alternatif, bien, on peut avoir avec la personne d'autres objectifs, comme par exemple de dire, bien, je consommerai plus régulièrement, mais quand je vais consommer de façon récréative, au moins, je vais avoir une substance connue et propre et non dangereuse. Ou je vais commencer par arrêter de consommer en m'injectant. Je vais continuer de prendre par la bouche, mais je vais diminuer l'effet de renforcement. Ou plus loin dans le bout du spectre, donc ça devrait être plus un spectre de dire, bien, je vais arrêter de consommer sur le marché illicite. Et au moins, les substances que je vais consommer vont toujours être des substances qui me mettent beaucoup moins en danger. Et le but ultime, et là où on est rendu actuellement à cause de la COVID, c'est de vraiment dire ce qu'on veut absolument, c'est enlever la consommation de substances psychoactives sur le marché illicite. Ça devrait être vraiment un objectif prioritaire. Puis ensuite de ça, bien, on va bouger avec la personne sur le spectre en fonction de où est-ce qu'elle est rendue. Puis on se rend compte que des fois, on commence là sur le spectre. La personne a dit, moi, c'est pas question que j'arrête de consommer, je ne suis pas rendue là dans ma vie, mais je suis prête à arrêter de m'injecter, par exemple. Poup! Puis là, tranquillement, j'ai plus d'argent, j'ai un logement, je veux mieux. Mais je diminue ma consommation, j'augmente ma dose de méthadone. Puis là, bien, c'est juste récréatif. Puis finalement, donc, les gens bougent sur le spectre. Et ce que je vous ai mis en dessous de la flèche, ça peut être des objectifs communs qu'on se fixe avec la personne. Si ce n'est pas l'abstinence, ton objectif, qu'est-ce que tu aimerais atteindre avec ton traitement alternatif? Ben, je veux plus d'argent dans mes poches pour pouvoir retrouver un logement. Je veux mieux prendre soin de ma santé, traiter mon VIH, traiter mon hépatite C. Ce qu'on a vu, et Dr. Guillotte vous en parlera aussi avec nos traitements alternatifs, c'est qu'on arrive à faire adhérer en traitement, présence au rendez-vous des gens qu'on ne voyait jamais. Il y a des gens qui viennent cogner à notre porte qui n'étaient jamais venus cogner avant parce qu'ils savent maintenant qu'on a des alternatives pour eux. Et tout ça, ça peut être des objectifs très, très louables pour commencer quelque chose, puis on sait où ça commence, puis on ne sait pas où ça finit. Mais rappelons-nous collectivement que peut-être que juste l'objectif de ne plus consommer des substances sur le marché illicite dans le contexte où on est actuellement est déjà probablement un très bon objectif. Comment donc on évalue ce patient-là qui souhaite un TAO, qui soit alternatif ou non? Hein? C'est la même évaluation qu'on va faire avec n'importe qui vient pour un traitement, que ce soit nos traitements standards, méthadone, Suboxone, Cadian, ou nos traitements plus alternatifs. Bien, la première chose, c'est qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu as comme expérience antérieure? Qu'est-ce que tu as entendu? Les gens viennent avec beaucoup aussi d'histoire par rapport à certaines substances. C'est quoi ton opinion? Évidemment, on fait notre évaluation de est-ce qu'il y a des contre-indications ou des comorbidités qui feraient en sorte qu'on ne pourrait pas choisir, mais je pense que c'est important d'avoir aussi la conversation sur est-ce que tu veux continuer à consommer? Et je pense que le TAO alternatif nous a ouvert une étape de conversation qu'on n'avait pas avec nos usagers, qui maintenant sont plus à l'aise de nous dire, sais-tu quoi, je te l'ai jamais dit, mais je consomme encore et je préférais consommer une substance que je connais que me mettre à risque. Est-ce que la personne veut encore s'injecter? C'est pas la même chose si on sait que la personne va s'injecter en termes de données, par exemple, d'hydromorphe contint. On serait peut-être plus réticent, on irait peut-être plus vers du Dilaudid courte action si la personne nous nomme qu'elle veut continuer à s'injecter. Puis l'autre chose, c'est
votre confort comme prescripteur versus la dangerosité de la situation. Et bien sûr, quelqu'un que vous pensez qui fait des surdoses à répétition, qui est à risque de mort imminente, on va peut-être aller plus rapidement dans le traitement alternatif, mais comme je disais tout à l'heure, la variable qu'on n'avait pas avant, c'est que maintenant, pas mal toutes nos personnes sont en danger avec ce qu'il y a sur le marché illicite à l'heure actuelle. Et donc, je termine avec, c'est quoi nos options possibles? Je nous rappelle collectivement pour les gens qui font de la prescription de traitements agonistes que les usagers ont nommé maintes et maintes fois que le cadre est tellement rigide, aller à la pharmacie à tous les jours, faire des tests urinaires, pas sentir qu'on peut dire les vraies affaires est probablement un des principaux facteurs limitants que les gens ne veulent pas être sur ce traitement-là. Donc, ne serait-ce que d'assouplir un peu, puis on a vu en COVID, on a donné des doses à emporter, on a diminué la fréquence des rendez-vous. Peut-être que les chiffres ne sont pas encore sortis, mais à moins jusqu'à preuve du contraire, en ce moment, les gens, ce n'est pas de ça qu'ils décèdent. Ils décèdent de tout ce qu'ils prennent sur le marché illicite. Et ensuite de ça, c'est de voir est-ce qu'il y a de la consommation d'opioïdes illicites, que ce soit en début ou en cours de traitement. Je pense surtout pour nos très grands utilisateurs à qui on commence avec méthadone 40 et c'est de l'eau tellement ils ont une haute tolérance. Mais maintenant, Ève vous en parlera, on a commencé systématiquement à co-prescrire un traitement de courte durée d'action lorsqu'on fait des inductions chez tout le monde. Mais s'il y a encore de la consommation récréative, malgré une bonne dose de méthadone et de Cadian pour de quelque chose, pourquoi pas remplacer cette consommation récréative-là par un produit qui est sécuritaire et qui est prescrit? Et finalement, quoi faire quand la personne n'est pas intéressée à un traitement? Et encore là, qu'est-ce que ne pas intéresser par un traitement? On a plusieurs usagers qui veulent continuer à avoir une consommation, qui veulent continuer à avoir des courtes actions, mais qui ne sont pas contre avoir une petite dose de Cadian pour éviter d'avoir à consommer des masses de narcotiques. Et ils ne se considèrent pas nécessairement en traitement, mais le Cadian vient remplir un peu la tolérance et nous permettre justement tout le monde est bien, et la personne a moins consommé dans la même journée. Mais oui, on se retrouve avec des personnes aussi qui ne sont pas confortables avec ces traitements-là, mais qui sont très bien avec 2 doses d'hydromorphe-contin par jour, ou quelques rares patients même qui sont sur courte action de dilodide uniquement. Et là, ben, ces gens-là, en fait, sont aussi probablement des candidats qu'on voudra mettre un jour sur l'injectable, avec la problématique que c'est difficile de prescrire des comprimés de dilodide uniquement aux doses qui seraient requises pour la personne, parce qu'on se rappellera que les doses injectables sont des doses qui peuvent aller jusqu'à 200-300 mg d'hydromorphone par jour. Et bien sûr, rares seront les prescripteurs qui vont être à l'aise de faire ça, mais déjà, pour ces personnes-là, c'est une belle liberté de dire, bien, je vais passer une fois par jour en pharmacie, puis le reste de ma journée, je vais pouvoir gérer ça comme je le veux. Ça diminue les frais, ça diminue le contact avec le marché illicite. Donc, je m'arrêterai là-dessus pour laisser Ève continuer sur ce même sujet de façon plus concrète. Oui. Merci beaucoup, Marie-Ève. C'est très intéressant. Belle matière à réflexion que tu nous amènes. Je pense qu'il y aura plusieurs questions pour toi lors de la période d'échange. Alors, on se revoit plus tard. Maintenant, nous aurons notre 3e conférencière, Dr. Ève Guillotte. Dr. Guillotte a débuté sa pratique en dépendance au Centre de réadaptation en dépendance de l'Outaouais lors de l'implantation de leur programme de TAO en 2009, alors qu'elle y avait une pratique de médecin de famille. Elle travaille maintenant à Relais et au service régulier du CRAN du CIUS du Centre-Sud de l'île de Montréal depuis 2013, service pour lequel elle est la coordonnatrice médicale. En parallèle, elle est aussi médecin hospitaliste à l'hôpital Jean Talon. Merci beaucoup d'être avec nous, Ève. Alors, je t'invite à ouvrir ton micro et je te cède la parole. Merci. Je vais juste vous partager ma présentation. Bonjour à tous. Et voilà.
Donc, je suis très enthousiaste de vous partager en fait l'expérience clinique qu'on a développée à Relais dans les derniers mois, peut-être même un petit peu années, là, avec l'approvisionnement plus sécuritaire. J'espère que ça sera pour vous des pistes inspirantes, puis aussi que l'objectif aussi, c'est que vous puissiez voir un petit peu les enjeux se pointer avant de commencer, puis pouvoir peut-être déjà anticiper en équipe là, la façon de les adresser avec les personnes qui en ont besoin. Je veux quand même préciser qu'on est quand même j'estime qu'on est quand même dans des balbutiements là, de notre expérience. C'est quelque chose dont on discute de façon régulière en équipe avec les cliniciens, les intervenants, les infirmières. Donc, c'est quelque chose qui est toujours en mouvance. Puis cette présentation-là, si je vous la faisais dans 6 mois, 1 an, certainement qu'elle serait très différente. Mais au moins, on peut vous présenter où est-ce qu'on en est rendu maintenant. Donc, je n'ai pas de conflit d'intérêt à vous déclarer. Pour faire peut-être un petit peu la petite histoire de comment on a évolué vers où on est aujourd'hui, je pense que notre première réflexion en équipe, ça a été faite dans le contexte de la crise des opioïdes, qui a commencé avant 2018-2019, mais le moment où ça nous a atteint, puis où on a commencé à entendre là, le discours des usagers qui demandaient là, d'avoir de l'approvisionnement plus sécuritaire. Le moment où ça nous atteint, c'est plus vers cette période-là, 2018-2019. La réflexion s'est faite en équipe. Là, on a eu une journée bilan en juin 2019, donc ça fait plus d'1 an. Puis où là, on a statué en équipe que, ben oui, on se donnait le droit de le faire, de le commencer. À ce moment-là, on s'était dit, ben, on le commencera en induction pour des gens chez qui le 40 mg de méthadone, on le sait souvent par expérience parce que ça a déjà été tenté, on sait qu'on les comble pas puis qu'ils nous reviennent 1 semaine plus tard en l'ayant pris 2-3 jours par semaine parce que c'est comme de l'eau. Puis avec peut-être quelques usagers de façon très, très ponctuelle qui ont de la consommation en parallèle de leur molécule longue action au long cours, puis chez qui on a déjà une expérience établie où on ne réussira jamais à les rendre 100% confortables ou à éviter l'abstinence. Donc, dès la première prescription, puis je l'ai mis un petit peu en clin d'œil, là, on a eu le programme d'Ilodid, c'est le mot qui s'est passé, je pense, dans la rue, puis les gens ont commencé à nous le demander. Fait que juste que vous sachiez que le message s'est passé assez rapidement. Puis le nom du programme d'Ilodid, ça a été le nom qui a été donné par nos usagers, dans le fond. Donc, vous savez, après ça, la pandémie a atteint le Québec, puis la réflexion a pris une étape de plus. Je pense qu'avec le guide que Marie-Ève a présenté, là, ça nous a donné... il y a eu le guide, puis il y a eu aussi une trousse d'outils par le gouvernement du Canada là, sur l'approvisionnement sécuritaire. Donc, je pense que ça nous a donné les coudées un peu plus franches, plus de légitimité dans ce qu'on faisait. Puis, ça nous a permis d'amorcer la réflexion pour assouplir un petit peu plus le cadre qu'on s'était fixé au début de façon très, très restrictive parce qu'on commençait puis qu'on voulait quand même être sûr de bien faire les choses puis de pas aller vers quelque chose qu'on ne contrôlait pas. Puis, on en a parlé, Marie-Ève en a parlé, puis Jérôme aussi, les surdoses qu'on a constatées cet été ont fait qu'on se sent quasiment plus en sécurité là, de donner de l'approvisionnement sécuritaire que de ne pas le faire. Là, donc, la tangente, je trouve, a été un peu renversée où on trouve que c'est plus sécuritaire d'aller vers ça que l'opposé. Puis, au-delà des avis de la santé publique, je pense que les usagers aussi là, nous le rapportent, qu'ils voient des amis faire des surdoses. Ils rapportent que quand ils testent leur consommation, c'est presque tout le temps contaminé au fentanyl. Ils ont la difficulté à trouver des substances qui n'ont pas de fentanyl dedans. Fait que tout ça a fait qu'on se sent plus en sécurité de les protéger que de ne pas le faire. Les premiers petits enjeux qu'on a vus apparaître, ça a été assez rapidement aussi des gens qui ont été à la pharmacie et qui demandaient de prendre que les Dilodid et pas la méthadone. Des gens qui étaient souvent absents au rendez-vous de dosage. Je pense qu'il faut aussi mettre en contexte qu'on faisait affaire avec une partie peut-être un peu plus désorganisée de nos patients. Donc,
au début, on a un peu mis ça sur le compte que certains patients ne voulaient probablement pas augmenter la méthadone et diminuer le dilodide, ce qui était un peu annoncé dès le début. Puis je pense qu'avec l'expérience, on s'est rendu compte que c'était plus un symptôme de désorganisation. Donc, on a beaucoup assoupli le cadre à ce niveau-là. Là, au début, là, dès que les gens ne se présentaient pas, bien, on diminuait les dilodides parce qu'ils ne se présentaient pas. Puis avec le temps, je pense qu'on a compris que c'était pas gagnant pour ces personnes-là. Ça les mettait plus à risque qu'autre chose. C'était justement plutôt parce qu'ils étaient à risque qu'ils ne venaient pas. Donc, on est devenu plus patient, puis je pense qu'on a gagné au long terme. On a fini par les accrocher à force de leur donner peut-être un petit peu plus de souplesse. Puis, bon, on a des personnes chez qui on essaie, quand on commençait à expliquer notre cadre, qui était au début, en effet, peut-être un petit peu plus restreint, mais on entendait, on revoyait la personne une semaine après, puis si initialement elle était intoxiquée ou dans un état où elle avait de la difficulté à comprendre tout ce qu'on lui expliquait, la compréhension n'était pas là. Fait que je pense que il y a des moments où on s'est dit que c'était peut-être plus gagnant de se donner un petit moment d'attente puis de dire à la personne, bien, on va rediscuter de ça quand tu seras plus réceptif puis qu'on sera capable d'avoir un dialogue où tout le monde se comprend. Fait que juste un petit exemple là, pour remédier au fait qu'au début, je pense qu'on avait des prescriptions un petit peu plus où on voyait pas, on n'anticipait pas les choses. Fait que c'était juste de clarifier la mention qu'on demande que les gens prennent leurs hydromorphones ou leurs dilodides avec la méthadone ou avec le Cadian ou s'ils ont pris la méthadone. Donc, c'est juste une petite formulation pour nous épargner quelques petits accrochages. Il y a eu quelques... Je pense qu'au début, là, il y a eu, on a peut-être mis des mentions là, où est-ce qu'on précisait que ce n'était pas une prise supervisée par le pharmacien, mais on ne l'écrit plus, puis en général, ça se passe quand même assez bien. Je n'ai pas d'exemple récent où il y a eu des enjeux avec le pharmacien, mais sinon, juste des fois, si vos pharmaciens ne sont pas encore expérimentés avec cette pratique-là, ça peut valoir la peine de faire un appel juste pour clarifier c'est quoi l'intention avec ça. Puis c'est dit assez d'emblée là, avec les personnes à qui on fait la prescription qu'on s'attend à ce qu'ils se l'injectent dans la majorité du temps. Là, on ne va pas se cacher là, derrière notre prescription. Là, donc, c'est attendu que ça va être ça dans la majorité des cas. La partie, je pense, où est-ce qu'on est le plus gagnant, puis où est-ce qu'on a vraiment vu des bénéfices là, à introduire là, la prescription de pharmacothérapie de remplacement, ça a été dans l'induction du TAO. Donc, Marie-Ève l'a mentionné, d'autant plus que de plus en plus, on a des gens qui sont résistants. Je pense que j'ai écrit là, toutes les personnes qui ont une consommation significative, mais je n'ai pas de souvenir ou presque pas de souvenir de gens chez qui on n'a pas commencé avec une prescription d'hydromorphone un peu d'appoint, parce que la plupart de nos usagers commencent avec leurs 40 mg de méthadone ou un équivalent de Cadian. Le Suboxone, ben, je pense que je l'ai mentionné, là, je ne suis pas sûre que ça s'apprête au niveau pharmacologique, donc je pense que la plupart de nos personnes vont commencer méthadone, Cadian avec hydromorphone. Pratico-pratique, là, pour vous donner peut-être un petit guide, là, je pense que ça peut être utile au début quand on ne l'a jamais fait. La plupart de nos patients, ça va être des 8 mg. Au début, on était un petit peu plus timide, fait qu'on avait des 4 mg, mais je pense à 95% des cas et plus, c'est du 8. 2 à 4 comprimés là, initialement, selon la consommation, selon notre confort. Puis, établir dès le départ avec la personne que c'est pour du dosage, pour qu'il n'y ait pas d'attente irréaliste. Il faut s'attendre, je pense, à ce que les gens aient besoin qu'on augmente l'hydromorphone. Ou, je mets hydromorphone, mais ça pourrait être une autre courte action là, si les gens sont plus confortables. Là, mais nous, c'est ce qu'on utilise le plus. Puisque s'ils ont 40 mg puis 3 comprimés, la plupart du temps, je pense que ça ne suffit pas à la demande. Initialement, là, on était plus restrictif puis on diminuait le dilodide ou l'hydromorphone à chaque fois qu'on augmentait la méthadone, mais on s'est rendu compte que les gens, de toute façon, étaient assez tolérants pour qu'on augmente les deux. Puis qu'ultimement, quand la personne est confortable puis qu'elle dit, ben là, tu sais, c'est correct, j'ai plus besoin d'utiliser rien d'illicite, ben on peut accompagner la personne aller plus vers la molécule longue action pour suffire aux 24 heures, puis diminuer tranquillement la courte action. Puis, selon l'évolution, selon les risques-bénéfices, selon les enjeux, bien, voir si peut-être qu'ultimement, il va falloir un petit peu des deux ou une combinaison. Là, je pense que c'est là où on devient très individualisé avec la personne, puis où est-ce qu'on
on accompagne au long terme, mais je pense qu'il faut quand même avoir la perspective que ça risque d'être quelque chose qui va évoluer sur une période de plusieurs mois. Puis on se rend compte, en faisant ça de plus en plus, on accompagne un peu la personne dans son deuil de la consommation, là, si elle n'est pas rendue encore à la délaisser. Puis nos intervenants sont impliqués là, pour accompagner. Donc, Marie-Ève en a fait mention, là aussi, là, je pense, avant d'aller, on peut aussi questionner avant d'aller vers quelque chose où on est dans de l'ajout d'ilodide ou d'hydromorphone à long terme ou à plus long terme. Là, je pense que le terme peut être variable selon la personne. Il ne faut pas oublier qu'on a d'autres possibilités peut-être, puis le Cadian, des fois, peut être un petit peu sous-utilisé notamment. C'est quelque chose des fois que je sors qu'on sort comme wildcard, là, quand les gens nous demandent je ne suis pas confortable, j'ai besoin de consommer en plus. Je pense qu'on est devant un constat des fois d'échec de la méthadone, puis c'est l'opportunité de parler de l'enjeu du Cadian. Puis les gens nous rapportent là, vraiment qu'ils sont mieux avec le Cadian quand on fait le switch. Il y a une bonne acceptabilité dans les personnes qui ont essayé les deux traitements vers le Cadian. Je pense que c'est quelque chose à optimiser dans nos traitements. Puis j'ai aussi l'impression que c'est peut-être plus sécuritaire avec la méthadone, étant donné qu'il n'y a pas un pic aussi grand, là, 2 à 4 heures après la prise, où l'action est un petit peu plus répartie sur la journée. Donc, j'ai un souci aussi que c'est pas prouvé par des données, mais je me demande s'il n'y a pas peut-être une plus grande sécurité quand on rajoute l'hydromorphone par-dessus ça. Dans ce processus-là d'aller vers l'option de rajouter du courte action sur notre longue action, je pense que c'est là où c'est très important de faire ça en équipe, que nos intervenants, nos infirmières soient impliqués. Puis c'est là où nous, on a constaté, puis c'est comme ça qu'on fonctionne, que nos intervenants sont un peu des médiateurs, puis font un peu la prédiscussion avec la personne pour voir où est-ce que tu veux aller avec ça, qu'est-ce qu'on peut t'offrir en parallèle. Ça peut être une façon de mieux accompagner la personne dans ses démarches de logement, dans les démarches de santé. Donc, c'est avec l'expérience, puis en ayant beaucoup nos discussions en équipe, je pense que nos intervenants sont devenus bons à pouvoir accompagner nos usagers. Puis la rencontre ultime, là, après avoir vu l'intervenant, après ça, ils viennent avec le médecin puis l'usager, puis on peut discuter un peu mieux des objectifs du patient là-dedans. Tout ça n'est pas sans préoccupation, puis j'en ai mis beaucoup, mais je pense que j'essaie de recenser pas mal toutes les choses qui ont été nommées dans notre équipe sur quand est-ce qu'on est moins à l'aise avec cette prescription-là. C'est sûr qu'on est au niveau plus médico-légal, on est hors indication, puis on se base surtout sur des données scientifiques autour de l'injectable. Donc, on est dans une situation où il faut quand même qu'on documente bien, qu'on a des bénéfices à faire cette prescription-là. C'est quelque chose, je l'ai mis là, puis je vais vous montrer plus tard, là, mais c'est quelque chose qu'on essaie aussi d'exprimer aux personnes, qu'on a quand même certaines limites comme prescripteurs. Puis des situations qu'on a vues où je pense qu'il faut être un petit peu plus, faire un peu plus attention de bien documenter, on a vu des personnes qui veulent réduire leur longue action pour augmenter les courtes actions. Puis il y a une certaine logique, je pense, où la longue action va bloquer l'effet, puis c'est des gens qui veulent ressentir un effet. Fait que je pense qu'il faut aborder ça avec la personne pour voir c'est quoi les objectifs, puis où est-ce qu'on s'en va avec ça. Certains patients avec douleur chronique, en fait, qui sentent surtout qu'une injustice à ce que d'autres personnes se fassent prescrire versus eux, mais quand on n'est pas sûr des méfaits chez quelqu'un, par exemple, qui ne s'injecte pas, encore là, il faut voir où sont les bénéfices. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas en bénéficier, mais il y a des clarifications à faire. Des gens qui ont eu des périodes où ça allait bien, juste avec un TAO que je mets traditionnel, la courbe de la dépendance, on sait, là, est faite de périodes où ça va mieux puis des périodes de rechute. Fait que ça n'exclut pas que plus tard, dans son parcours, il y ait besoin de rajouter quelque chose, mais c'est des situations où là, on va peut-être viser un petit peu plus d'aller vers une molécule 24 heures ultimement un peu plus rapidement.
On a des gens aussi qui consomment des benzos, de l'alcool, où là, on va faire un peu plus attention. Fait que peut-être c'est des situations où on va commencer un petit peu plus lentement, puis avoir la discussion sur les risques de surdose. Les hautes doses de méthadone ou de morphine, en fait, la préoccupation principale qu'on a, c'est vu qu'on prescrit quand même pas des si grosses quantités, là, si on commence avec 4 comprimés de 8 mg, c'est je pense qu'on s'attend à ce que ce soit un peu une goutte d'eau dans une grande, dans un grand océan d'opioïdes. Puis je ne suis pas sûre qu'on réussisse à laisser ces gens-là sentir quelque chose. Fait que ça va nécessiter probablement des plus hautes doses, d'où le malaise à prescrire des grandes quantités. Puis chez des gens chez qui on a déjà commencé des hydromorphones, puis qui ont des rechutes dans leur parcours, bien là, on se questionne un peu sur est-ce que la personne a échoué à notre tentative de faire un traitement alternatif, ou est-ce que la personne est juste dans une rechute puis qu'on doit l'accompagner en augmentant la dose? C'est la question principale qu'on a à ce moment-là. Il y a des gens qui ont très peu de méfaits qui sont documentés, qui n'ont jamais été incarcérés, qui n'ont pas eu de complications de l'injection. Le risque de surdose reste s'ils consomment des substances illicites. Donc, je pense que c'est des personnes qui pourraient répondre, mais dans la documentation, si on veut faire un petit peu plus attention au niveau médico-légal, je pense qu'on doit quand même être capable de bien justifier. Puis, il y a des personnes chez qui le cadre est un petit peu plus difficile à faire respecter. Fait que quand on est dans une zone un peu plus grise, on doit faire un petit peu plus attention. Ce qu'on voit là, avec tout ce qu'on a fait, ce qu'il faut mentionner, c'est surtout, Marie-Ève en a parlé un petit peu, c'est qu'on a des gens qui ne seraient pas venus sinon, si on n'avait pas cette façon de faire. On a des gens qui n'adhéraient pas au traitement, qui n'avaient même pas porté leur prescription parce que 40 mg, ça ne leur faisait rien, qui commencent à aller à la pharmacie à tous les jours, qu'on réussit à doser, qu'on réussit à garder plus longtemps en traitement. C'est pas 100 heures, puis c'est pas 100 périodes de rechute quand même, mais on voit quand même un net bénéfice chez des gens où on peut voir le avant et le après. Donc, surtout pour la partie là, de dosage, là, je pense qu'il n'y a aucune ambiguïté sur le fait qu'on réussit à tirer plus puis à maintenir plus les gens en traitement. Donc, c'est ça, on atteint des doses confortables de méthadone plus facilement que quand on devait monter là, sans avoir rien pour aider. Les gens nous rapportent, là, je ne peux pas parler des surdoses parce qu'on n'a pas de chiffres là, pour objectiver ça, mais ils nous rapportent quand même qu'ils cessent la consommation d'opioïdes contaminés ou d'opioïdes de rue, vont tendance à prendre par la bouche plutôt qu'injecter, là, surtout chez les gens qui n'ont plus de veine, là, ça leur donne une alternative réaliste. On est dans une relation de confiance où ils vont parler de leurs objectifs de façon plus franche plutôt que de nous dire qu'est-ce qu'ils pensent qu'on veut entendre. Puis, on a une opportunité de voir les gens plus souvent, de pouvoir s'occuper un petit peu de la santé mentale, de l'hépatite C ou autre comorbidité. On réussit à atteindre un petit peu plus d'intervention pour aider à avoir du logement, peut-être retourner à l'école. Les activités licites, en fait, autant ça peut être une préoccupation qu'on a beaucoup de personnes qui font du trafic, autant ce qu'on constate, c'est que quand on fait cette intervention-là, les gens vont réduire le trafic. Donc, je pense qu'il ne faut pas que ce soit un frein à prescrire à quelqu'un qui nous rapporte faire du trafic, mais plutôt utiliser ça comme opportunité pour l'enlever de l'activité licite du trafic. Puis, bien, il y a des gens qui le fait d'avoir une prescription plutôt que d'aller vers l'usage illicite vont se sentir plus mieux avec eux-mêmes puis mieux dans leur opinion, dans leur bien-être, là, juste que ce ne soit pas juste au niveau du stigma là, qui est associé à cet usage-là. Il y a évidemment de la vente de la diversion. Je pense qu'il faut avoir la discussion avec les patients. Ça ne veut pas dire que le traitement doit être arrêté. Il faut les conscientiser sur les risques qu'ils soient incarcérés. On n'est pas contre le fait qu'ils en donnent à des gens pour que d'autres personnes puissent en bénéficier, mais c'est peut-être une opportunité de leur dire, bien, ramène cette personne-là vers nous pour qu'on puisse la traiter. Puis, on a eu quelques usagers aussi qui nous ont rapporté qu'ils se faisaient intimider à la sortie de la pharmacie parce que les gens savaient qu'il y avait du Tilodil. Les gens, c'est évidemment comme plusieurs, comme n'importe quel TAO, là, des gens qui se font voler ou qui ont des comprimés perdus.
Je l'ai mis l'utilisation téméraire pour que vous soyez un petit peu, que vous voyez ça venir, mais il y a plusieurs personnes qui nous rapportent utiliser parfois jusqu'à 10 comprimés de 8 mg en une seule injection ou qui l'utilisent dans le pic d'action de la méthadone. Fait que je pense que ça nécessite un dialogue pour avertir des dangers, les utilisations un petit peu plus à risque, pour assurer que c'est sécuritaire. On a des gens qui rentrent en détention ou en thérapie. Puis là, l'enjeu, c'est surtout de la prescription, parce que la prescription, comme on la donne, c'est remettre, mettons, 10 comprimés en une fois. On ne veut pas que ce soit ça qui soit fait en détention. Fait qu'il faut juste peaufiner là, les corridors là, de service pour que les choses se passent de façon fluide puis que la prescription soit modifiée. Évidemment, il y a d'autres personnes qui viennent nous demander ce traitement-là, puis on explique que c'est individualisé, puis on traite la demande de façon légitime. Quelques cas, je pense que ça n'élimine pas qu'il y ait des doses non supervisées pour certains patients, même si la majorité de nos patients n'en ont pas. Puis bien, le suivi par téléphone, bien, ça rajoute surtout une couche là, où il faut être à l'aise. Pour la première prescription pour quelqu'un chez qui on veut partir ça à long terme, habituellement, on le fait en personne avec l'intervenant dans notre bureau pour être sûr d'avoir une discussion franche et que tout soit bien compris. L'utilisation seulement d'hydromorphone sans autres molécules longue action, on en a très peu, en fait, à la clinique. Là, fait que je n'ai pas beaucoup d'expérience à vous partager. Je pense qu'il faut quand même le considérer, là, surtout chez des gens chez qui il peut y avoir un bénéfice d'attirer quelqu'un en traitement, là, que c'est pour des enjeux de santé mentale, un VIH. Puis, c'est des gens qui seraient éligibles au TAOI qu'on n'a pas encore. Donc, c'est quelque chose, je pense, qui est à développer. Là, puis tranquillement, au fur et à mesure qu'on développe puis qu'on s'adapte à nos services, peut-être qu'on aura plus à mentionner là-dessus dans quelques mois. Donc, à relais, autour de tout ça, on s'est développé un contrat que je vais vous présenter. L'objectif de ça, c'était qu'on s'assure que tout le monde ait un petit peu les mêmes objectifs, ou à peu près. Donc, on a uniformisé ça, puis d'aviser les gens de c'est quoi les possibilités, s'il y a incarcération, s'il y a des vols, pour qu'il n'y ait pas de surprise pendant le traitement. Mais c'est surtout une opportunité de rencontrer la personne, de déterminer avec elle, puis de l'impliquer dans les objectifs, puis de faire ça en équipe, puis que toute l'équipe sache où s'en aller. Fait que c'est un moment qui est peut-être un petit peu time-consuming, là, si j'utilise le terme anglais, pour cette rencontre-là, mais je pense qu'il y a un investissement pour la suite du traitement. Fait que des exemples d'objectifs, puis il y en a plusieurs, mais ça peut juste être diminuer sur dose, cesser le trafic, cesser des activités illicites. Puis j'ai nommé quand même reste en vie parce que je pense que pour certaines personnes, ça va être ça l'objectif. Il y a des gens chez qui on est vraiment inquiet, puis juste d'atteindre cet objectif-là ou de garder la personne en traitement, ça va être suffisant. Puis, il faut peut-être juste se prévoir là, un moment pour réviser les objectifs. Donc, ça, c'est le contrat. Vous y aurez accès. C'est quelque chose qu'on va commencer à utiliser. Fait que je vous laisse les détails un petit peu de ce qu'on traite dans le contrat, mais je pense qu'il faut surtout garder en contexte que ce n'est pas tant pour avertir des conséquences, mais surtout pour avoir l'opportunité de discuter avec cette personne-là des objectifs, puis de où est-ce qu'on veut aller, qu'est-ce qu'on veut accomplir. Puis il reste à voir comment on va intégrer tout ça avec le TAOI, parce que on ne sait pas comment on va pouvoir rendre le TAOI attractible pour des gens qui ont déjà des dilodides, mais je pense que ça va surtout être en question de dosage, le TAOI permettant d'avoir des doses beaucoup plus fortes que ce qu'on prescrit à la pharmacie actuellement. Merci. Merci beaucoup, Ève. C'était vraiment intéressant et encore des nouvelles pistes de réflexion. Je t'invite à garder ta caméra ouverte. Tu peux fermer ton micro. J'invite Marie-Ève, Jérôme et Karine à ouvrir leur caméra. Donc, Karine va animer la période de questions et d'échanges avec nos conférenciers. Donc, Karine, j'ai eu l'occasion de jeter un coup d'œil dans le clavardage et surtout dans le question-réponse. On a des questions intéressantes de certains de nos participants. Donc, je te laisse avec les conférenciers pour la dernière partie du webinaire. Merci Annie. Bonjour tout le monde.
Oui, on a eu des questions. Jérôme a été aussi verbeux de répondre à certaines des questions qui ont eu lieu. Et on a des questions très larges, on a des questions très précises aussi. Peut-être que je commencerai par vous proposer une question qui vient d'être lancée depuis pas très longtemps. Une grande question, on n'a peut-être pas la réponse, mais ça l'ouvre vers quelque chose de très intéressant. Un spectateur anonyme nous pose la question: peut-on penser que les opioïdes ou les stimulants puissent être prescrits uniquement dans une perspective de prévention des surdoses et pas nécessairement dans le cadre d'un traitement? Selon vous, y aurait-il une ouverture des ordres professionnels tels que le CMQ ou l'OPQ à ce niveau? Donc, je vous laisserai peut-être commencer à discuter, Marie-Ève, avec ça pour y répondre, vous entendre un peu, puis on pourra passer aux autres questions par la suite. Je pense que cette question-là révèle un peu ce qu'on a tous dit à bas bruit, c'est le problème de ça, c'est de faire porter sur de la prescription médicale un enjeu qui est un enjeu de santé publique et ultimement qui est un enjeu de décriminalisation ou de légalisation. Donc, la vraie réponse à ça, c'est est-ce qu'on va y arriver tant qu'on va avoir des attentes par rapport à des ordres professionnels? La réponse est non. Parce que notre devoir comme médecin et nos ordres professionnels nous demandent d'être basés sur des évidences, d'être dans l'individualisation dans un plan de traitement. Et vous l'avez bien senti là, à travers nos présentations respectives, c'est très difficile dans le cadre d'une clinique qui a comme vocation de faire un traitement agoniste opioïde, de dire ben, le seul objectif, à partir du moment où tu restes en vie, puis que tu n'es plus sur le marché illicite, on a atteint notre objectif. On ne peut pas s'empêcher de vouloir plus. C'est ça notre travail. On veut que la personne aille mieux. On veut surtout pas ci. On voudrait pas ça. On voudrait prendre ce momentum-là pour en plus traiter son VIH. Puis je pense que c'est bien correct. C'est ça notre travail. Mais la véritable intervention qu'il y a à être, c'est vraiment une intervention beaucoup plus grosse et qui dépasse qu'est-ce que moi je crois comme médecin, mon passé, ma culture, mon ordre professionnel. Ça doit être une intervention de santé publique, c'est une crise de santé publique et c'est un enjeu déguisé du fait que ces substances-là sont illégales qui les rend propres à plein de contaminations. Et ça, je ne pense pas que ça doit être porté par des ordres professionnels. Pour répondre à la question, est-ce qu'un jour, on va prescrire un peu plus? Vous le voyez, c'est en train d'être implanté, mais tant que ça va être dans des cliniques médicales, vous savez comme moi que l'accès à des médecins et à des prescripteurs, je devrais dire prescripteurs parce que nos IPS peuvent le faire aussi, ben, quels seront vraiment les effets réels de ça? J'en doute fort. Jérôme, est-ce que tu aurais aimé t'exprimer ou on passe à la prochaine question? Oui, non, ben, je suis complètement d'accord avec ce que dit Marie-Ève et j'ai envie de prendre comme exemple la possibilité pour les médecins de prescrire les traitements de la dépendance qui étaient réservés à certains médecins pendant X temps et on en a parlé, on l'a dit, ça a duré combien de temps cette lutte-là pour que ça soit possible à n'importe quel médecin de prescrire. Finalement, on en est arrivé là. Moi j'ai envie de mettre un petit coup de gueule à un moment parce qu'il faut arrêter les conneries. On ne nous écoute pas. On ne nous écoute pas. Ça fait 1000 fois qu'on rabâche les mêmes affaires. Ouais, on va réfléchir à ça, puis ça prend 10 ans, ça brise des vies, parce que là on rigole, mais je trouve ça drôle, mais c'est quand même dramatique. Combien de vies brisées et de morts il y a, parce que ça fait des morts, ça fait des blessés aussi. C'est une vraie guerre là, hein. Il faut arrêter les conneries à un moment. Voilà ce que j'avais à dire.
Merci, Jérôme. On a une question plus précise que j'adresserai à Ève pour commencer. Marie-Ève, si tu veux, par la suite, tu pourras ajouter. La question est, dans l'expérience à relais, vous êtes-vous fixé en équipe un maximum de comprimés d'Ilodil lorsque vous en prescrivez? Ou sinon, avez-vous une idée du nombre moyen de comprimés qu'une personne aurait besoin en TAO alternatif? Ève, je t'invite à ouvrir ton micro si tu veux y répondre. Oui. On s'est pas fixé de maximum. Je pense qu'on tranquillement, on met notre confort là, à l'épreuve. À ma notion, parce qu'évidemment, on en parle entre nous puis on regarde qu'est-ce qui se fait d'un médecin à l'autre. Ma notion, je pense que le maximum doit tourner autour de 14 ou 15 comprimés de Dilodid 8. Je ne sais pas si Marie-Ève a une autre notion, mais ça tournerait autour de ça. Ça, superposé à un traitement de méthadone là, qui est peut-être dans les 100 mg et plus. Là. Je pense que c'est ma notion de maximum qu'on a vu. Puis la plupart, je pense que la majorité se le font donner en une fois par jour. Là. Il y a peut-être des rares cas qui se le font donner en plus qu'une fois par jour, mais je pense que la majorité, on les fait quand même donner une fois par jour à la pharmacie. Je pense que c'est la spécificité de notre approche au Québec, je dirais, là, pour voir un peu ce qui se fait ailleurs. C'est que avant la crise de la COVID, là, en Colombie-Britannique, il y avait commencé à avoir un programme d'injectables de Dilodid, mais à côté, il y avait un programme de comprimés aussi de Dilodid. Ces comprimés-là de Dilodid devaient être écrasés et injectés sur place là, au sein du SIS qui fait partie de la clinique. Je pense que la souplesse qu'on a, nous, qui est un peu obligatoire à cause de la COVID, c'est qu'effectivement, les gens vont le prendre une fois par jour en pharmacie et peuvent quitter. Donc, ça donne lieu à la personne peut la prendre quand elle veut et à peut-être d'en prendre 2 de la fois ou plus. Comme disait Ève, il y a du monde qui sont capables d'en prendre. La vérité, c'est que des fois, avec 8 comprimés de 8, j'enlève une injection à mes patients, puis il en reste quand même 4 ou 5 autres. Donc, je pense que ça, le fait de pouvoir partir avec les comprimés, ça donne une très belle souplesse. On le voit un peu dans le principe des machines distributrices. Mais je pense qu'on aura, puis là, je ne veux pas vous faire convulser personne, mais je pense qu'on aura aussi un questionnement à se poser par rapport au risque de diversion. Parce que c'est toujours un peu ça qui nous fait peur versus qu'est-ce qu'on souhaite qu'il aille sur le marché illicite. Puis encore une fois, c'est un peu dommage que ce soit aux médecins puis aux prescripteurs de répondre à cette question-là, et c'est de là l'inconfort. Mais ultimement, si on pousse la réflexion, la réduction des méfaits jusqu'au bout, on pourrait se poser la question, bien, en sachant que la tolérance est en train de monter, puis qu'il y a du fentanyl qui gagne du terrain, puis que les gens achètent du fentanyl maintenant, puis qu'avec 200 de méthadone, il y a des patients qui s'injectent encore 1 gramme d'héroïne par-dessus, peut-être que je préfère que ce soit mes comprimés, ultimement, si jamais ça avait arrivé, qu'ils se retrouvent sur le marché illicite, que ce qui est en train de se retrouver maintenant. Puis comme je vous dis, l'Ontario nous l'avait bien dit, dépêchez-vous parce que le jour où vous allez perdre le contrôle de votre marché illicite, vous ne serez plus capable, puis avec vos traitements standards, puis là, vous allez devoir tout le temps envisager l'injectable. Mais oui, disons que pour répondre à la question, habituellement, la plupart des usagers, même, on va s'arrêter avant à 8 comprimés de 8 mg, en sachant que c'est souvent pas grand-chose. Là. Quand on regarde les protocoles de dosage sous injectable, quelqu'un peut avoir 15 mg première dose, 30 mg deuxième dose, 45 mg ensuite. Ça va très, très vite, puis c'est jour 1. Là. Fait que probablement qu'on sous-estime la tolérance beaucoup de nos usagers. Merci. Jérôme, oui. Oui, nous, on a vu des personnes prendre, pour pallier au sevrage, là, je l'ai dit dans les commentaires tout à l'heure, prendre jusqu'à 600 mg de méthadone. Et ce n'est pas de la méthadone qui est prescrite, hein, c'est de la méthadone qui est achetée au marché noir. Parce que oui, on peut acheter de la méthadone aussi au marché noir. Et c'est là que je voulais rebondir aussi sur le fait que tous les protocoles pour pas que ça arrive, finalement, là, on s'aperçoit que ça ne marche pas non plus, cette histoire-là. On peut quand même acheter de la méthadone au marché noir.
que les drogues sont tellement puissantes et fortes, je parle des opioïdes là, que moi je connais personnellement une personne qui prend 600 mg de méthadone pour, c'est pas au quotidien, hein, c'est pas tous les jours, mais qui a choisi de prendre du fentanyl comme drogue de choix et qui maintenant, pour pouvoir avoir, quand il est en sevrage, il prend jusqu'à 600. C'est énorme. C'est Je peux vraiment. peut-être rajouter, je ne sais pas si Nicolas Demers est encore parmi nous, mais effectivement, moi, ça fait 15 ans que je fais ça. Je suis vraiment officiellement un vieux docteur et j'ai mes premiers cas de j'y arrive pas, là. J'ai des gens sous 1300 mg de Cadian, là, donc c'est plus que la dose max théorique de la Colombie-Britannique. Puis je suis loin de la coupe aux lèvres et c'est des gens qui continuent de consommer beaucoup. Nicolas a fait paraître sur le site de la communauté de pratique un cas où il y avait vraiment un besoin de monter très, très rapidement parce que la tolérance était énorme et on se rend compte via nos collègues de la Colombie-Britannique eux aussi, ils sont à dépasser les doses standards maximum maintenant parce que les gens ne sont pas confortables. Le problème qu'on a avec la méthadone, c'est qu'on arrive souvent à tellement d'effets secondaires ou des enjeux au niveau du QT, au niveau cardiaque, on est limité. Chose qu'on a un peu moins avec le Cadian. Mais c'est ça. Je pense qu'il faut voir venir ça. Il faut voir venir que ce besoin-là d'injectable va être pas juste pour la clientèle de relais. L'injectable va être un besoin, je pense qu'on doit s'attendre à avoir dans l'ensemble de nos cliniques là, de TAO assez rapidement. Merci beaucoup, tout à fait. Puis, ça me fait réfléchir à, dans la présentation, on avait le souci de pouvoir donner la parole aux gens, puis que les gens puissent se rassembler puis échanger justement sur ces situations-là qui sont plus nouvelles dans la pratique ou que je pourrais me permettre de dire crunchy, là, de savoir comment qu'on doit doser, puis comment je fais quand j'arrive devant une situation plus complexe. Donc, j'inviterais peut-être Marie-Josée juste à mettre dans le clavardage avant qu'on termine. Je vais continuer à prendre des questions aussi, mais avant qu'on termine, je voulais juste vous inviter à vous inscrire. On va essayer de trouver une formule pour que les gens puissent discuter entre eux, donc les équipes qui désirent faire de l'approvisionnement plus sécuritaire ou qui en font déjà puis qui ont besoin d'un espace pour pouvoir échanger. Je vous invite à aller cliquer sur le lien Eventbrite. On va essayer de trouver une formule pour que les gens puissent pouvoir discuter entre eux et échanger des cas cliniques, des réflexions qu'ils ont pour qu'on puisse s'entraider pour créer une espèce de communauté, de groupe qui puisse se soutenir, là, interdisciplinaire d'équipe. Donc, je vous invite à cliquer sur le lien Eventbrite qui est dans le clavardage là, pour pouvoir vous inscrire. Vous êtes comme nos VIP à avoir accès à ce groupe-là pour les cliniciens. Et j'ai d'autres questions qui rentrent, puis on n'aura peut-être pas le temps de toutes les répondre. Si jamais on n'a pas le temps de les répondre, on s'assurera d'essayer d'envoyer les questions à nos invités et de créer un document qu'on enverra par la suite aux gens qui ont participé là, à notre webinaire. Il y a une autre question super intéressante ici qui dit « Considérant tous les bénéfices observés pour le TAO alternatif, à quel moment vous sentez-vous à l'aise de refuser à quelqu'un la demande d'un TAO alternatif? » La grande question qui tue. Comment qu'on fait pour dire non si on voit que ça peut apporter du mieux à la personne? Peut-être Ève ou Marie-Ève, j'aimerais ça vous entendre sur comment ça se passe chez vous quand ça arrive, ces grandes questions-là. En fait, je pense que c'est assez rare qu'on dit non, ou en tout cas qu'on dit non c'est clairement qu'on a la discussion, là. Mais j'ai rarement eu des exemples où on a fini par dire un non définitif. Je pense, j'ai présenté un peu les cas un petit peu plus litigieux, là, fait que je pense que c'est dans ces cas-là où on peut faire un petit peu attention. Là, fait que des cas où il y a des gens qui ne consommaient pas tant que ça dans, mettons, les derniers mois ou les dernières années là, où on a pu observer cette personne-là, là, on est un petit peu plus embêté. Puis il y a des enjeux aussi de transparence aussi, où est-ce que peut-être on n'est pas sûr de ce qui est rapporté, mais honnêtement, on n'a pas tant de cas où on dit non, mais on essaie surtout de bien établir de se donner, dans des cas peut-être où on est un petit peu plus embêté, je pense que l'important, c'est de se donner des portes de sortie, de dire, ben on va s'essayer, mais il faut quand même qu'on s'assure de cheminer vers quelque chose. Puis si on ne chemine pas, ben, on aura fait un constat d'échec avec ça. Mais dès que quelqu'un consomme des substances illicites, ben, on a déjà quelque chose de légitime à tenter. Je pense que ça serait peut-être la réponse la plus simple.
Oui, j'irais en ce sens, là. De là, l'importance de peut-être s'entendre avec la personne sur les objectifs, quitte à les reviser en cours de traitement, puisqu'il y en a toujours des nouveaux qui apparaissent. Mais je vous donne des exemples récents de conversations que j'ai eues avec une patiente à qui on a commencé ça. Bien, son conjoint est un vendeur et elle est aussi une consommatrice de cristal meth. Donc, j'ai dit, c'est sûr que moi, si je vois que l'argent que ça te donne de plus, c'est pour consommer plus de cristal meth, que tu perds du poids, que tu te détériores, que tu es plus psychotique, que tu es plus d'injections, que je ne sais pas trop quoi, on ne t'aura pas aidé. Ce qui est assez proche de la même question qu'on avait jadis quand les gens faisaient un switch de méthadone vers... on les dosait sa méthadone puis ils switchaient vers les psychostimulants. Fait que c'est pas mal la même chose. Ou que je dis, si ces comprimés-là s'en vont chez ton chum pour qu'il les vende et que toi, il n'y a aucune réduction des méfaits pour toi, je ne suis pas sûre que je suis à l'aise. Puis là, encore une fois, vous voyez, ça, c'est le chapeau de médecin qui parle. Parce que si j'avais un chapeau de santé publique, peut-être que je suis contente que mes comprimés s'en aillent sur le marché illicite pour être vendus, puis que globalement, ce couple-là, on est pris avec ça et c'est pour ça qu'il faut absolument qu'on sorte d'une perspective de traitement individuel, parce que je pense qu'on n'ira pas. Mais ce qu'il y a derrière cette question-là, puis ça, on l'entend partout au Canada actuellement, tous nos collègues canadiens posent exactement cette question-là, c'est pour qui le Safe Supply? C'est quoi les critères? Comment on fait la différence entre ceux qu'on va mettre sur Safe Supply versus ceux qu'on va mettre sur injectable? Est-ce que c'est la tolérance? Est-ce que c'est la disponibilité des molécules des prescripteurs, du traitement localement, parce que l'injectable, il n'y en a pas partout. Puis l'autre chose, c'est quoi les critères de out? Quand est-ce que l'enjeu n'en vaut pas la chandelle? Quand est-ce que le ratio... Puis c'est comme ça un petit peu tout le temps, là, mais c'est juste plus flagrant maintenant qu'on est tout le temps dans un ratio risque-bénéfice. Puis quand vous avez l'impression que les bénéfices surpassent les risques, puis les problèmes, bien, on le garde. Puis à un moment donné, il vient des moments où vous n'êtes vraiment pas sûr. Puis là, bien, c'est le moment de le réévaluer ou du moins d'avoir la conversation avec la personne. Mais on pousse encore une fois plus loin cette analyse-là du risque, mais c'est là qu'on est rendu malheureusement. On a plein de belles questions qui rentrent, puis le temps file. Annie vient d'apparaître à l'écran pour nous dire « Gang, c'est bientôt terminé ». Donc, juste un petit retour rapide. Il y a aussi toutes les autres substances qui font partie du guide qu'on n'a pas abordé nécessairement aujourd'hui. Les benzos, on parle de stimulants aussi, où les données ne sont pas les mêmes. Donc, par la suite, on va offrir d'autres espaces pour pouvoir échanger, réfléchir sur les autres, substances-là, et pas juste opioïdes et alcool. Et puis, il y a une dernière question que je prendrais, si on peut y répondre rapidement. Est-ce que, Ève et Maria, vous avez eu connaissance où il y a eu des problématiques de personnes qui étaient en traitement, où il y avait des comprimés de dilodide et qui s'est retrouvé à être hospitalisé ou problème de surdose en lien avec ce TAO alternatif-là? Selon vous, est-ce que vous avez eu écho de... J'essaie de répondre à Louis-Christophe directement en clavardage et j'ai complètement raté mon affaire. Donc, c'est sûr qu'on a un billet de sélection parce qu'on est dans des hôpitaux où on est plus habitué. Donc, au contraire, je trouve que ça se passe assez bien, la conversion entre la prescription Peros, qui est finalement injectée là, habituellement. Nous, on la switch sous cut. Et ça donne vraiment la prescription de dilodide sous cut pour nos usagers quand ils sont hospitalisés et amène beaucoup de stabilité et de confort. Le problème qu'on a, c'est quand c'est dans soit des hôpitaux pas habitués, qui ont de la difficulté aussi à comprendre l'indication qui n'est pas pour de la douleur, c'est de l'indication pour de la dépendance. Et là, on se retrouve encore avec tous les préjugés. On a eu ça la semaine passée, là, un hôpital qui était comme on ne va pas pallier à son habitude de vie. Si vous voulez qu'elle soit confortable, je vous le suggère fortement, même si vous jugez que la douleur n'est pas de temps. Bon, c'est une vieille discussion qu'on a depuis 1000 ans. Mais c'est tout le problème quand ces gens-là sont incarcérés. Mais je pense que ce que ça nous amène, effectivement, c'est à réfléchir à tous les niveaux de soins. Je pense à tous nos gens ici qui sont des personnes qui pratiquent dans des centres de réadaptation. Quand ces gens-là vont entrer dans les centres de réadaptation, et s'il y a une infirmière, est-ce qu'on n'est pas capable d'utiliser la voie sous-cutanée aussi pour ces gens-là?
ou sinon, il faut augmenter la dose pour compenser. Ça amène toutes sortes de nouvelles pratiques, mais qui sont possibles, avec lesquelles on a eu des beaux succès là, quand même jusqu'à maintenant. Merci beaucoup tout le monde pour avoir répondu aux questions. Merci aux gens d'avoir participé aussi à nous poser des questions. Fait que certes, il reste plein de notions encore à discuter. Annie, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Il y a toutes les notions de l'équipe interdisciplinaire où ce que certes, il y a le prescripteur puis la personne en traitement, mais il y a aussi les infirmières qui sont dans l'équipe, il y a les intervenants psychosociaux, il y a les pharmaciens aussi qui travaillent au sein de l'équipe où il faut essayer de se trouver un entente puis un juste niveau. Donc, je vous invite tout le monde à aller vous inscrire à l'espace de discussion. On est en train d'essayer de réfléchir à trouver des solutions pour pouvoir établir justement un discours interdisciplinaire entre les gens pour pouvoir parler, aller plus loin dans notre conversation. Le temps file, puis le webinaire n'est pas toujours la meilleure façon pour réussir à échanger et à se soutenir. Donc, on vous invite. Annie, je te laisserai le mot de la fin pour terminer tout ça. Très rapidement, à 1 minute. Bien, merci Karine, merci à nos conférenciers, merci aux participants. J'espère que vous avez apprécié l'activité, ça a répondu à vos attentes. Comme le dit Karine, on ne fait qu'effleurer le sujet. Donc, ça ouvre à plein de réflexions, plein de discussions, d'autres échanges pour aller plus loin. Je pense que les bénéfices dépassent les enjeux qui ont été nommés aujourd'hui. La prévention, la possibilité que les personnes puissent se protéger, le dialogue que ça ouvre avec les personnes, l'adaptation des traitements, la possibilité de rejoindre des nouvelles personnes. Donc, je pense qu'on va tenter de recommuniquer avec vous, d'avoir d'autres événements sur ce sujet-là. D'ici là, n'hésitez pas à communiquer avec nous, à visiter notre site web si vous avez des questions. Des expériences à nous partager. Donc, venez nous voir, appelez-nous. On va être là pour vous répondre. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci tout le monde. Bonne fin de journée.